revient un petit peu, je suis très content des interventions précédentes pour l'iconographie, parce qu'on essaie de faire court pour mettre l'accent sur le travail archéologique. Donc du coup, j'espère que vous avez tous les plans anciens en tête, parce qu'on va faire référence. Je suis très content que quelqu'un nous a déjà bien présenté ces fonds. Le premier, voilà, c'est la fuite des jardins qui était prescrite après les résultats des diagnostics, toute une série d'études documentaires, historiques. Voilà, on est très loin d'être en terrain inconnu. Et nous, les archéologues, je vous rendrai un petit peu comme un service sur le gâteau qui est déjà bien fourni. Donc, les problématiques de la fuite, c'était orienté vers les jardins, ou les jardins. C'est pas simplement une problématique orientée par des plans anciens du XVIIe qui donnaient l'état successif de l'arrivée de Louis XIV au début des travaux en 1681 jusqu'à l'arrêt net du chantier en 1685-86 et un plan qui était fait dans le cadre d'un inventaire des matériaux non vendus ou non utilisés en 1693. Donc on a eu le diagnostic qui a été prescrit en 2013 avec les grands transects, les tranchées. Bon, après ça, on a réussi à nous renseigner pas mal sur les différentes étapes du jardin, notamment la possibilité des horizons du XVIe siècle, et malgré quelques maladresses dans l'implantation des tranchées, parce que dans la méthodologie du diagnostic et de la fouille appliquée au jardin, ça mérite déjà un sujet de discussion à part entière. Moi, j'ai pris de mes erreurs. Donc, on a réussi quand même à orienter la prescription vers documentation des différentes étapes du jardin, surtout le 18e, aussi en partie pour le projet architectural, le projet d'aménagement, mais aussi pour les questions d'hydrographie, parce que on est dans le contexte très particulier de Cosson, qui est une petite rivière capricieuse qui déborde régulièrement. Comme a dit Patrick tout à l'heure, c'était un relief qui est très accentué. Donc l'eau, c'est vraiment le problème de l'eau, c'est un leitmotiv depuis la construction du château. Donc c'est aussi situé, à l'instar de toutes les politiques de protection du patrimoine, c'est l'archéologue aussi dessus. On essaie d'arrêter de regarder le site comme seul l'édifice, mais aussi dans son environnement proche, qui est le jardin, et à plus grande échelle, l'époque. On voit nous pour ces autres prochains. Donc la prescription a été fondée justement sur ces problématiques-là en 3 zones de fouilles. Donc ces zones 1, c'était vraiment sur la partie-là, on a projeté ces emprises sur le fond du pont 1681. Bon, la zone 1, c'est le jardin 16e, le petit jardin, ça s'appelle ça. La zone 3, c'est le pont qu'on n'a pas réussi à faire parce que les conditions d'intervention sont tout simplement impossibles. La zone 2, c'était vraiment tout ce qui relève du jardin déjà 18e et surtout 17e. On avait des idées. Le quinconce n'a pas été prescrit, finalement. Mais aussi, vous voyez les traces, les lignes vertes avec les points noirs et les points jaunes. C'était pour toute une approche sur l'hydrologie, sur la géomorphologie, notamment avec un intérêt particulier pour les cours ou les bras canalisés du Cosson. Donc là, les points noirs représentent les sondages par pénétromètre, je vais vous expliquer, alternés avec les points rouges qui sont les carottages. Et là, dans les cercles bleus, là on a découvert des niveaux de tourbe beaucoup plus anciens, avec le potentiel pour les analyses EC14 et Palino. Donc là, à votre gauche, c'est le carottage. Voilà, c'est tout simplement on enfonce une tube métallique tubée avec du PVC pour enlever des carottes, des colonnes de sédiments qu'on analyse en laboratoire. C'est les séquences stratigraphiques, mais ça c'est plutôt pour la structure, le substrat du sous-sol sur lequel est implanté le château et ses jardins. Pour les parties supérieures, évidemment, des carottes, ça concerne les stratigraphies des jardins, mais cette technique n'est pas très adaptée pour ça. C'est pas suffisamment fine par rapport à l'analyse des coupes. À droite, c'est le pénétromètre. C'est en gros, on enfonce une tige métallique du centimètre carré
avec une masse, et il y a un capteur qui mesure la force et en même temps la distance de descente ou la distance de pénétration dans le sol. Et donc ça donne, c'est un calcul assez simple, c'est pour Amélie qui a développé cette technique. Ça mesure justement la résistance du sol. C'est le même principe qu'on utilise pour les systèmes de fondation des immeubles, mais là c'est pour une analyse beaucoup plus fine. Donc c'est des systèmes qu'on a réussi à mettre ensemble pour donner à votre gauche toujours les colonnes qui sont analysées par les géomorphologues et qui vont donner les séquences de sédiments et croisées avec les pénétrogrammes. Donc on fait des systèmes de points et de creux sur à côté, ça donne justement la résistance du sol. Donc on arrive à faire une analyse croisée pour caractériser tous les différents types de sédiments et éventuellement refaire ou constituer la géométrie de tous les substrats sous la plateforme du jardin. Là, justement, il y avait deux séries, on a trouvé des niveaux de taux, on a réussi à trouver les profils justement des bras canalisés ou des bras semi-cossons, avec deux colonnes qui présentaient un très bon intérêt pour les pollens. Donc ils ont fait l'objet de deuxième série de carottage exprès pour le pollen. Donc, quand je dis qu'on essaie de voir le château à plus ou moins long terme, là on arrive vers la fin du temps glaciaire, donc on est à peu près moins 1300 à 1100 pp. L'eau c'est toujours un souci parce que c'est la période de burning anaerobe qui représente le refroidissement, c'est l'interstadial dans le réchauffement général qui suit les dernières glaciations. Et donc on a réussi à faire, bon ça c'est les diagrammes de pollen qui étaient faits par notre spécialiste Delphine Barbier-Pin, qui montrent les proportions des différentes espèces. Donc on voit à des moments donnés, on commence avec quasiment une toundra ou une steppe. Chambon c'est plutôt une steppe, il y a moins de 13 000 ans. À un moment donné, il y a des plus fortes activités pluviales, donc tout ça se voit dans la nature des sédiments, mais aussi dans la colonisation des plantes de marée à différentes époques. Et par les changements dans les profils des pollens, il y a le pain, le boulot, et puis qui sont remplacés ou qui cèdent place au sol et autres, qui sont plutôt des espèces qui aiment l'humidité. Donc voilà, ça c'est à très long terme. Mais les colonnes, on a vraiment la chance d'avoir des séquences qui vont de cette période-là jusqu'à l'époque moderne, contemporaine au château. Et donc déjà, pour le début du Moyen-Âge, le cercle rouge, on voit un défrichement de la forêt locale qui est assez brutal. Donc c'est une reprise des activités agricoles avec les céréales, les plantes associées et du chanvre. Donc évidemment, c'est l'industrie pour le lin dans un milieu humide. Et en fait, ce profil-là, ça reste quasiment pendant tout le Moyen-Âge, avec toutefois une légère avancée de la forêt, mais plutôt des chênes. Donc on est peut-être dans l'idée d'une forêt aménagée, donc c'est peut-être un petit peu moins sauvage qu'on aurait cru. Et finalement, on arrive à le début 15e, milieu du 17e, avec une vraie stabilisation et une diversification de l'agriculture, avec toujours le céréal, le chanvre, et le sarrasin. Donc on a l'apparition du sarrasin à cette période-là. Une autre colonne a montré pour l'Antiquité qui donne un aperçu justement de plutôt des pratiques d'élevage dans une zone où on n'a pas pu faire de grands fruits sur les grandes superficies qu'on a pu faire ailleurs. Donc c'est une observation indirecte. Donc ça satisfait aussi devant les recherches et finalement c'est les résultats qui sont presque annexes. Donc la fouille, on a décapé à peu près 8000 m² sur 1500, oui, 1500 sur la superficie, dont l'emprise justement du petit jardin, comme on le voit sur le plan C180 et sur l'autre plan C180, tout en haut à gauche, ici. Et donc le décapage a mis en place, on a le souci justement de superposition des plans relevés par topographe avec le GPS par rapport aux plans qui sont assez précis, mais de notre système de relevé. Donc du coup il y a un petit décalage, donc je laisse brut, je ne veux
ne veux pas tricher, mais justement, c'est tout le problème du croisement des sources, tout est planimétrique, avec une technique de relevé et des objectifs complètement différents. Donc en tout cas, on a à gauche le niveau de voirie avec des aulnières, une succession de surfaces de circulation. C'est l'ancienne voie de Saint-Dié-sur-Loire, d'où venaient justement tous les matériaux de construction du pont de Chambord. Et avec deux lignes de quinconces petites arbustes qui doublaient la voie, qui le séparaient de l'espace du jardin à l'est. Donc c'est les petits points vertes. Et avec éventuellement, je crois, une palissade pontée. Et à l'intérieur, pour des petits aménagements en mortier qui suggèrent des clôtures en bois sur pont de bois, des choses comme ça. Bon, le problème, c'est que le niveau de conservation, le niveau supérieur n'était pas forcément très bon. Et notre intervention a été raccourcie sur ce secteur-là pour 2 jours pour une réunion liée justement au Brexit pour le ministre de l'Agriculture de l'Europe. Donc du coup, c'est aussi un des alliés de travail sur le site comme Chambord. Voilà, ça c'est des alliés de la fouille. Mais en tout cas, on a quand même réussi à donner une réalité matérielle à ce premier jardin. Donc voilà, les forces de plantation vont à gauche. Pour le petit muret, c'est rien à voir, c'est le fin 17e. Vous faites semblant de ne pas le voir. Et on a la possibilité à droite, éventuellement d'une fossée, mais ça c'est plutôt quelque chose qui fonctionnait à la fin 17e. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le genre de stratigraphie, les genres de vestiges qu'on peut avoir pour toute cette séquence de voirie. Ok. Bon, à l'est, c'est l'emprise du grand jardin. On voit très bien les maçonneries qui apparaissent dans les douves quand on vit le Cosson. Et c'est dans l'euphorie de 2007 qu'on avait découvert des vestiges du tour médiéval. À l'intérieur de la cour, voilà, tous les vestiges maçonnés étaient forcément médiévaux. Mais quand on regarde un peu plus près, ça fait plutôt partie des ouvrages historiques du 16e et du 16e. Et qui forment juste la limite ouest de cette plateforme. Donc une des choses qu'on voulait faire, justement, c'est tester la réalité de cet aménagement, le dater, c'est de caractériser un petit peu plus. Par la réalisation de sondages profonds, donc c'est vraiment des sondes par palier dans les alluvions, avec les problèmes de stabilité, l'évacuation des eaux. Et donc par rapport au plan ancien, voilà, en haut à gauche, et l'autre gauche, c'est l'implantation du sondage. Donc on a réussi à peine 37, couper cet ouvrage, où on a réussi à restituer à droite une trallie en terre argileuse et une fossée devant. Voilà, ça c'est les maçonneries. On voit toujours ce décalage dans les formes, dans les proportions, dans les rapports. Tout est bon, c'est juste que le géoréférencement ne colle pas très bien avec le temps du 17e. Et ça, c'est le problème de la technique moderne, et ce n'est pas du tout le critique du cabinet de Mansart. Donc voilà, c'est encore, on a réussi à avoir des troubles, plusieurs successions de troubles, des systèmes, des phases de curage de ce fossé qu'on a réussi à dater avec la céramique. Plus toute une séquence de troubles et d'alluvions beaucoup plus anciennes. Donc on a quand même beaucoup donné sur l'évolution jusqu'au du Cosson. Et finalement, tout ça c'était rentré au cours du XVIIe siècle, fin du XVIIe. Justement avec l'avantage de faire ce genre de choses, c'est qu'on a vraiment une vision totale de l'implantation du jardin en profondeur. Vraiment son substrat, l'organisation, l'aménagement du site pour faire ces jardins, avec le talus du 16e en coupe, et à gauche, on le départ justement le bord du fossé avec les tourbes. Toutes les séquences de remblai qu'on a pensé fin du XVIIe siècle pour le projet de Mansart, qu'on a réussi aussi à caractériser, et puis les derniers niveaux du XVIIIe. Donc voilà, on a donné aussi la réalité à la balustrade en bois qui figure sur le plan de sa fin 17e avec la voirie. Et donc du coup, voilà, ça c'est les deux états. Oui, ok. Là, c'est
vraiment c'est la réalité du plan à gauche, le projet de 1682 qui a été mené vraiment à bien, mais qui a une existence peut-être de 2 ou 3 ans maximum. Et donc là, on a les apports de terre végétale, les allées sablées, et le niveau de conservation était tel que même les ornières, les traces de brouettes et de pas étaient visibles dans ces sédiments. Et voilà, toujours avec des superpositions de nos vestiges sur le plan ancien. Et voilà, c'est une prospection géophysique par les difficultés